Ah, combien vous voulez parier qu'il y a quelqu'un en commentaire qui, avant même d'avoir regardé la vidéo, va écrire «Ah, je ne vois pas le pouce levé!» Où est-ce qu'il est? C'est bizarre. Alors, bon, je tiens à le préciser vraiment, que ce soit clair. Pour moi, un épisode excellent, être qualifié d'excellent, pour moi, ça se mérite. C'est pas juste quelque chose de faire une narration un peu à part, de façon solide. Il faut aussi arriver à atteindre une apothéose vraiment notable dans le récit, dans ce moment émotion, tout ça, tout ça. Et il y a pas tout à fait ça qui est atteint. Qu'on soit bien d'accord, c'est sans doute le meilleur épisode de la série jusqu'à présent, je dirais. Et il n'est pas très loin du pouce levé, mais pas tout à fait, dans le sens où il y a un manque de force et d'instauration en ce qui me concerne. J'y viendrai. En tous les cas, très bon épisode. On va se centrer beaucoup sur Ténébra. Ça fait plaisir de voir un petit peu le passé de cette femme et comment elle en est arrivée là, sachant que un truc qui me plaît par rapport à ça, c'est que je parle de soucis d'instauration, mais il y en a eu quand même un petit peu, puisque on a déjà mis en place dans la saison précédente qu'elle avait été la dirigeante, la représentante de Mystacor. Donc on joue là-dessus, on n'oublie pas ça et on va donc revenir sur ce passé où elle était Grande Tournelle, même si on l'appelle pas comme ça. Et je pense que c'est une erreur assez notable de la VF qui est partie vers deux appellations un peu trop similaires et donc ils ont essayé de se rattraper. C'est bizarre parce qu'on disait bien Grande Tournelle dans la saison 1 et là on appelle je sais plus l'éminence de je sais pas trop quoi. Enfin bref, on l'appelle pas Grande Tournelle donc ça fait bizarre. C'est la représentante de Mystacor qui est en train de faire cours à quelques élèves sur la magie. Quand je dis quelques, 4, non 3, 3 par 3, elle les prend les élèves, ça va, hein, tranquillos, hein. Parce que là, on parle le stress des classes de par chez nous, quoi. Donc, et parmi ces élèves, il y en a un tout particulier qui se démarque bien parce qu'il apprend facilement, il a ça dans le sang, qui s'appelle Mika. Et pour l'instant, je ne comprends pas trop l'intérêt du personnage, à part pour justifier un tout petit peu un développement plus tard, mais sinon, j'ai du mal à saisir l'intérêt du personnage, si ce n'est que si on le fait revenir plus tard, on pourrait créer quelque chose autour de lui. Donc, je vais partir du principe que vous allez bien gérer ça et que vous allez le faire revenir plus tard le personnage, parce que si c'était que pour ça, ça aurait été une perte, je trouve. Un petit peu trop gros de faire ça seulement pour ça. Alors, en tout cas, voilà, tout se passe bien, seulement une fois qu'elle s'intéresse un petit peu plus à Mika, elle se rend compte qu'il est super fort et elle lui fait part de ses inquiétudes concernant la horde qui commence à dominer le coin. Elle ressent ce problème-là, elle est très inquiète pour ça et elle décide donc de parler à la guilde qui sont vraiment les gens qui dirigent le coin. Est-ce que ça se passe exactement comme ça pour Sorcier-là en fait? C'est juste une représentante, mais au bout du compte, c'est une représentante, quoi, c'est tout. Enfin, c'est comme notre pouvoir à nous en fait, hein. C'est pas vraiment le président qui dirige, quoi. C'est peut-être un peu ça, hein, on va dire, hein. C'est peut-être un petit commentaire social, hein, sait-on jamais? Alors, enfin bref, quoi. La guilde se dit, il faut laisser les princesses se charger de ça. Tandis que nous, on va rester dans notre coin, c'est notre truc, on est neutre aussi, je sais pas trop quoi. Ils ont absolument aucune intention de participer directement, ce qui en fait des gros lâches pourris, mais est-ce qu'on va se centrer particulièrement là-dessus par la suite? J'espère, parce que si c'est juste ça qu'on est censé accepter, et puis merde, ça serait un petit peu moyen. Alors, enfin bref, elle se dit, j'ai une idée, j'aurais une solution pour arriver à lutter contre la horde, ce serait d'utiliser un sort d'appropriation, c'est comme ça qu'elle l'appelle en français, qui pourrait un petit peu canaliser la puissance de du grenat noir que la Horde a fini par découvrir et dont elle se sert pour accroître sa puissance. Ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'au moment où Entrapta a eu l'idée de l'utiliser particulièrement. Ça n'a été utilisé que pour donner du pouvoir à Ténébra jusqu'à ce moment-là, de ce qu'on en a vu aussi. En tout cas, ouais, il y a ça qui est en place. Je dis, ok, je vais utiliser le pouvoir du grenat noir, seulement la guilde se dit, ah, c'est trop dangereux, et il y a des risques incroyables à prendre en compte, on n'acceptera pas ça, allez vous faire voir,
on laisse les princesses s'en charger. Elle dit, ah, comment osez-vous être des nulos comme ça m'énerve. Elle se barre, et c'est là que Mika, donc son élève prodige, vient la voir en disant, oui, je suis avec vous, et elle se dit, ok, alors tu pourras peut-être m'aider si on performe ça à deux avec tes compétences, on devrait pouvoir arriver à canaliser ce pouvoir-là, seulement ça marche pas. Voilà, il se lance dans le rituel pour donc faire ce sort d'appropriation. Et il y a un gros hic durant le sort, puisque ce qui est censé être simple prisme finit par se remplir très vite d'une substance noirâtre assez flippante. J'avoue qu'il y a un côté horrifique dans son apparition. Une espèce d'ombre avec des gros yeux qui fout un petit peu les chocottes à Mika, on peut le comprendre. Et Ténébra essaye tout de même, enfin pas Ténébra, je sais même pas grand, je sais plus le nom qu'elle a, enfin, bref, elle essaye de canaliser ça du mieux qu'elle peut, mais ça finit donc par se barrer et par l'atteindre et fusionner avec elle, ce qui fait donc qu'elle a le visage totalement défiguré et corrompu par ce mal, même si on sent qu'elle a encore toute sa conscience et que peut-être ses émotions négatives ont été exacerbées, mais que ses choix sont totalement de son chef, pour l'instant en tout cas. Ce qui fait que lorsqu'elle est habitée par ça et que la guilde arrive après ce tumulte-là, ils se disent mais qu'est-ce que vous avez fait, nous n'accepterons pas ça, et elle s'énerve de l'incompétence de ces gens-là qui ne voulaient pas la laisser faire. Le combat est assez rapide, elle a l'ascendant sur eux, on croit à un moment donné qu'elle va s'attaquer à Mika, mais une fois de plus elle a encore une certaine conscience, donc elle lui fait pas de mal, c'est pour ça que j'espère qu'on aura une suite sur Mika, parce que ce serait du gâchis de ne pas en faire plus sur lui, quoi. Et étant donné qu'elle s'est sentie trahie par la guilde, et je dis bien la guilde, pas les princesses, pas le côté qu'elle est censée protéger, elle se rend auprès d'Ordak pour proposer ses services. Très vite, histoire de... Parce que Mystacor, c'est censé représenter toute la coalition contre la Horde. Genre, t'as fait tout ça pour lutter contre la Horde, mais tu la rejoins. C'est le truc qui va trop vite. Et étant donné qu'on appuie qu'elle a une certaine conscience encore de ses choix, j'avoue que j'ai du mal à saisir la logique. La raison de ce choix dans la mise en scène, c'est juste par vengeance envers ceux qui n'ont pas voulu l'accepter. Et je sais pas, il y aurait sans doute eu moyen de développer un peu plus les motivations qui l'amèneraient à ne choisir que ça. Mais ouais, j'ai le sentiment peut-être que on pourrait s'imaginer qu'après ce qu'elle a fait, elle serait boudée par tout le royaume du bien et qu'il n'y aurait que la Horde qui l'accepterait telle qu'elle est. Peut-être aussi qu'on pourrait appuyer le fait qu'elle sent une vraie dépendance envers le Grenat Noir et qu'elle a été attirée par la Horde parce qu'elle ne pouvait pas s'en passer, étant donné qu'on montre que ses pouvoirs sont liés à ce Grenat Noir. C'est un truc... Ça aurait été cool de l'appuyer un petit peu. Je dis pas une seconde que c'est mauvais, mais ça fait partie de ce genre de choses où je me dis, il manque plusieurs minutes de développement, de stade à afficher pour que le récit passe de façon plus fluide, plus agréable, plus satisfaisante. Hein. C'est très satisfaisant comme ça l'est, mais pas autant que ça pourrait l'être. Enfin bref, voilà, elle finit par rejoindre la Horde rapidement et on aura à la fin un dernier flashback sur l'après-coup où elle est donc installée totalement en tant que Ténébra, où elle revient voir Hordak après donc une espèce de pillage de je sais pas quel village ou quoi que ce soit. J'imagine que ce sera important, vu que de ce pillage ils ont ramené un bébé qui s'avère être Adora dans la logique, où elle sent un petit peu qu'il y a un grand pouvoir magique qui sommeille en elle, donc elle tient à l'adopter un petit peu elle. Ce qui est cool, ok, ça appuie un tout petit peu ça, et on n'en fait pas plus. Ça va être le souci, la chose qui aura besoin d'être davantage développée par la suite, pour moi, c'est-à-dire il en faut plus que ça pour appuyer le passé entre Ténébra, Adora et Catra, en particulier Catra. Hein, c'est ce genre de choses où il manque des détails, il manque développement pour que ce soit aussi fort que ça veut me le vendre. Mais tel quel, ça reste très acceptable, hein. C'est du bon niveau, hein. Bien mis en scène, ça donne les bonnes informations comme il faut, c'est
c'est de la bonne qualité. Ça fait plaisir d'en savoir plus sur Ténébra, d'avoir plus de détails sur sa vie, sur le fait qu'il y avait quand même une responsabilité partagée. Certes, elle s'est un petit peu laissée prendre dans sa fierté et son orgueil quant à son approche. Mais à côté de ça, il y a eu tout un système décisionnaire qui était vraiment dans la politique de l'autruche. On laisse les princesses s'en charger, nous, on fait le minimum. Ce qui est pas mal. J'aime beaucoup cette approche-là. Et ça met en place des choses qui seront peut-être intéressantes par la suite. Sinon, donc, on va quand même suivre à ce qui se passe dans notre présent. C'était un gros morceau ce flashback, mais dans notre présent, on va un petit peu suivre en parallèle ce qui se passe au Rocher de la Peur, où Ténébra est toujours enfermé et où Catra se sent de plus en plus sur la sellette, vraiment déboussolé par sa situation, avec Hordak qui a encore de plus d'importance à Entrapta, et il a raison parce qu'elle lui apporte beaucoup plus de trucs. Dans un sens, il a un petit peu raison, et qui finit par se faire ordonner de se débarrasser de Ténébra. Enfin, façon de parler, ce qui est un peu bizarre pour moi parce que il demande à ce que, enfin, il ordonne que Ténébra soit banni sur l'île aux bêtes, qui, je suis sûr, est une île qui existait dans la version des années 80, ça me dit vraiment quelque chose, ça. Enfin bref, l'île aux bêtes. C'est pas impossible que ce soit la fameuse île dans le film de départ des années 80 où justement Angela a été emprisonnée. Maintenant que j'y pense. C'est pas impossible, il faudra que je regarde rapidement. En tout cas, je me pose une question. Ok, vous dites rapidement à un moment donné que l'île aux bêtes c'est genre pire que la mort ou un truc comme ça, mais si tu veux pas d'embrouille avec elle, tu veux te débarrasser d'elle parce qu'elle pourrait représenter un danger, pourquoi tu la fais pas tuer directement? C'est juste pour le plaisir d'être un sadique c'est quoi ton délire, Hordak? Ou pour faciliter les choses, limite, je me serais dit que ce serait de la facilité scénaristique si on avait joué là-dessus, si elle avait été envoyée sur l'île aux bêtes, que ce soit un endroit difficile, vraiment menaçant et ce serait dangereux d'y vivre, mais elle arrivera à s'en sortir et donc ça amènerait certaines choses. Mais étant donné qu'elle n'y va pas à la fin de l'épisode, je ne comprends pas l'intérêt. À part pour amener l'idée que cette île aux bêtes existe et qu'on rejouera dessus plus tard. Ce qui est un petit peu maladroit. Mais bon, je mets en avant des points de détail, qu'on soit d'accord. Les gens qui viendront dire « mais comment ça se fait que tu sois aussi négatif ?» Oui, l'idée, elle est bonne. L'idée, c'est que Hordak en a marre que Ténébra soit là parce qu'il considère qu'il n'a plus rien à en tirer, ce qui n'est pas faux. À nouveau, est-ce que Ténébra l'a convaincu que la seule façon d'utiliser le grenat noir, c'était de s'en servir pour l'alimenter elle, et puis basta? Il a jamais pensé à en faire autre chose? Pas très réfléchi de sa part, quoi. Enfin bref, le fait est qu'il considère Ténébra comme plus utile du tout, donc il veut s'en débarrasser, et elle n'est pas totalement pour Catra parce que elle lui dit qu'elle pourrait encore servir en ayant les connaissances qu'elle a, sachant qu'il y a peut-être autre chose derrière. Il y a une petite conversation avec Scorpia qui mène pas à grand chose, mais ça appuie un tout petit peu les considérations de Catra, et elle finit par avoir une discussion un petit peu plus posée, plus détaillée avec Ténébra dans sa prison, où elle essaye un tout petit peu moins de pousser et de s'intéresser à elle, parce qu'elle risque de la perdre complètement. À ce moment précis, lorsqu'elle lui dit qu'elle va pas tarder à camer, entre guillemets, être envoyée sur l'île aux bêtes, elle demande rapidement à Catra, si elle pourrait pas lui amener son vieux médaillon de la guilde de la vieille époque pour le bon vieux temps. Catra lui dit non, elle la prend toujours de haut avec ça, mais lorsqu'elle la revoit et qu'elle essaye de nouveau de discuter avec elle, elle finit enfin par se lâcher un petit peu sur ce qu'elle ressent vis-à-vis de comment elle l'a élevé. Et je vais le dire clairement, je suis désolé pour les gens qui trouvent que je fais chier le monde à ce niveau-là, mais vous voulez appuyer quelque chose de grave autour de ça, vous voulez mettre en avant une relation mère-fille adoptive profonde, tout ça, je veux que vous me montriez en détail ça. Je veux pas que vous me disiez « Ah, ça s'est passé hors champ ». Le fait que je l'ai appris par quelqu'un en commentaire et pas par la série, parce que la série ne l'appuie jamais, ça...
ça me pose problème. La seule scène qu'on a eue un tout petit peu sur la relation houleuse parent-enfant, et quand je dis parent-enfant, à nouveau ça l'appuie pas particulièrement, c'est quand dans un des flashbacks entre Catra et Adora, lorsqu'elles sont dans la cité des fondateurs, elles sont en train de s'amuser, et lorsque elles foutent un petit peu le bordel toutes les deux dans le laboratoire de Ténébra, Ténébra engueule Catra en disant qu'elle est un mauvais exemple pour Adora. Et même là, j'ai pas l'impression, ça ne renvoie pas particulièrement l'idée que c'est sa fille adoptive, Catra. Ça renvoie l'idée que c'est l'amie de sa fille adoptive qui est une mauvaise influence pour elle et qu'elle supporte pas de devoir traîner avec elle. Mais pas que c'est sa fille adoptive. À aucun moment donné, on appuie qu'elle a été considérée comme sa fille adoptive, à part que Catra le dit de temps en temps. C'est la seule chose qui ramène à ça. À chaque fois qu'on voit un flashback, je ne vois jamais cette situation où Catra était un tant soit peu élevé par Ténébra. Alors vous m'excuserez de ne pas ressentir la puissante force que ça renvoie. Je suis désolé. La série ne l'appuie pas, alors je vais pas ressentir énormément de choses. Alors que je suis sûr que je pourrais avoir un ressenti énorme vis-à-vis du drame que ça fait, du fait qu'elle s'est sentie délaissée, Catra, comme elle essaye de l'appuyer un petit peu, mais on n'appuie rien. On n'appuie rien à part quelques discussions. C'est trop juste, c'est trop peu, c'est trop peu. À la fin du flashback, on voit juste Ténébra adopter Adora. Est-ce que ça aurait pas été cool au moins de montrer le fait qu'elle adoptait Catra à réticence ou pour une autre raison? On le montre pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça atténue pas mal le moment très émotif qu'on essaye de mettre en place entre elles, qui est vraiment pas mauvais du tout. Il est bien fichu, bien joué, dans la mise en scène, dans les termes recherchés. On se pose même des questions sur les intentions de Ténébra, parce que voilà, elle finit par demander Catra pourquoi vous m'avez toujours aussi mal considéré, pourquoi vous n'avez jamais montré la moindre affection pour moi réellement. Et c'est là que Ténébra lui balance, en fait c'est parce que tu me rappelles moi. Tu es exactement comme moi, j'ai totalement bataillé pour arriver au pouvoir où j'en suis, sachant que c'est un petit peu bizarre, elle a bataillé pour être la représentante de Mystacor, la logique d'organisation politique de la chose est bizarre pour moi, je vous cache pas. Enfin bref, elle a lutté pour arriver où elle en était et elle se voit en elle, c'est pour ça qu'elle se dit que la meilleure façon pour elle d'aller au loin, c'est de sentir qu'on doit se prouver tous les jours. Ce qui est assez fort et surtout ce qui est un petit peu vague parce que est-ce que c'est vraiment ce qu'elle pense ou est-ce qu'au bout du compte elle la manipule pas un petit peu pour essayer de se la mettre dans ses bonnes grâces, pour essayer de la voir un petit peu dans l'émotion pour qu'elle aille dans son sens parce que à ce moment précis elle lui a déjà amené le fameux médaillon qu'elle avait demandé qui lui rappelait son passé à Mystacor, hein, à la guilde, mais elle ne le savait pas, elle l'avait caché dans sa nourriture. Donc à ce moment précis, c'est pas impossible qu'elle essaye de la manipuler. Et ça pourra être très fort ce moment-là si on l'appuie davantage. Si on appuie davantage ce qu'il y a entre elles vraiment dans un flashback ou une explication vraiment détaillée. Ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave du tout, hein. Bien entendu, ça peut arriver plus tard, hein, nous sommes d'accord. En tout cas, voilà, on sent qu'elle est vraiment très affectée, et surtout que Ténébra discerne bien qu'elle se sent pas à l'aise avec sa position de commandante en second, qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça risque de mal se passer. Et donc, elle essaie de lui donner des conseils pour essayer de l'aider à mieux gérer sa position, pour essayer de consolider sa place, et elle se sent avec ces quelques mots-là, un tout petit peu rassuré et le désir de vouloir lui refaire un peu confiance à cette mère adoptive dont on n'a jamais montré la dynamique qu'elle avait avec sa fille. Une fois de plus. Ce qui est très bon, ce qui est très fort, hein, ça appuie énormément le drame qu'on est censé connaître autour de ces deux-là. Seulement, voilà, on verra que Ténébra ne compte pas rester dans le coin, vu qu'elle va utiliser le médaillon de la guilde que Catra lui a apporté pour se barrer. Hein, elle va profiter du fait que ce soit
l'alignement des 3 lunes de la planète, qui va exacerber le pouvoir magique. C'est toujours un truc comme ça, toujours un truc genre les planètes seront en parfait alignement, donc ça va soit affaiblir, soit agrandir la magie. C'est toujours un truc qui arrive souvent, ça. Enfin bref. Grâce à ça, elle peut utiliser la poudre magique qu'il y a dans son médaillon et faire un sortilège qui lui permet de se téléporter hors de là et de s'enfuir. Ce qui fait que Catra se sent trahie lorsqu'elle l'apprend à la fin en se disant, au bout du compte, elle n'a fait que servir de moi en tombant en pleurs et tout. Et c'est très, très efficace, hein, très fort, hein, très bon moment. Et c'est là que ça se termine du côté de la Horde, et on va passer 2 petites minutes sur, une fois de plus, Flèche d'Or, Adora et Cynthia. Flèche d'Or qui finit enfin par avoir l'idée de rechercher le fameux signal qu'il a reçu sur sa tablette depuis quelques épisodes. C'est pas plus mal, un niveau tard que jamais, mec. Il se dit, oh oui, au fait, étant donné que c'est l'alignement des 3 lunes, il y aura plus de signal, magie, tout ça. Et donc, il essaye de mettre en place un système d'antennes qui amèneront un petit peu à ce que le signal soit moins brouillé et que soit plus clair. Ok. Y a un passage que je trouve stupide avec Cynthia, que ça embête de changer les positions de son antenne. Elle n'arrête pas de se téléporter à tout bout de champ, n'importe comment. Genre, heureusement qu'il n'y a pas de bataille de prévu dans le coin ou quoi que ce soit. Si vous tombez quelque chose dessus, tu l'aurais bien dans le cul, vu que tu épuises bêtement tous tes pouvoirs comme ça. En tout cas, il finit par avoir le signal, et je sais pas ce que c'est, hein, c'est des symboles, peut-être que des gens ont pris la peine de traduire ça. Je suis sûr qu'on aura des réponses particulières pour ce genre de choses. Ce que Adora discerne en tout cas, c'est que ça parle de Mara, une fois de plus, et que ça parle aussi d'un endroit ou de je sais pas quoi qui s'appelle Serenia, qui je suis sûr est un rappel une fois de plus à la série de base. Si j'avais un souvenir parfait, ça me parlerait peut-être, mais bon. En tout cas, oui, ça se termine là-dessus, sur ce petit mystère en plus et certaines choses en suspens. J'ai du mal à croire à ce qu'on va avoir un final dantesque avec ce qui est mis en place, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent de finir de se mettre en place pour mettre un grand combat. Donc, à part pour gérer Hordak qui va bientôt avoir ses portails, je sais pas trop. Je vois pas exactement ce que ça va être le grand clash de fin. En tous les cas, ça devrait pas trop être difficile d'être plus marquant que le final de la saison 1. Et c'est là que ça se termine, et c'était bien, vraiment très bien à plusieurs moments, mais ça manque un tout petit peu d'instauration satisfaisante pour que les moments censés être forts le soient autant qu'ils le pourraient pour moi. Tout simplement. Je suis sûr que pour beaucoup, ils ont été ultra touchés par les moments émotion et tout, et le drame autour du passé de Ténébra et sa relation avec Catra, et je vois là-dedans, je vois le grand potentiel que ça peut servir, et la très bonne mise en scène qu'il y a avec, mais si vous instaurez trop peu de choses à côté, l'impact que ça a, il n'est pas aussi fort pour moi. Il est bien, vraiment, et une vidéo, une série de cette qualité constante, c'est une très bonne série, nous sommes d'accord, mais c'est pas non plus dans l'exceptionnel. On tombe pas dans l'exceptionnel, et une fois de plus, je vais pas un pouce levé à tous les épisodes que je trouve un petit peu plus que bien, quoi. Faut pas exagérer. Donc, voilà, c'est juste pour appuyer pourquoi il n'y a pas de pouce levé pour ceux qui s'en plaindraient, ça n'est pas très loin. Une fois de plus, je le redis, je pense que c'est le meilleur épisode de la série pour l'instant, ce qui est bien, hein, vraiment. Et en espérant, vu que la saison 3 sera la meilleure une fois de plus dans quelques épisodes, qu'on tombe sur le pouce levé, hein, on verra bien. À bientôt pour l'épisode 7 final de cette saison 2. Bye!